Bonsoir, bienvenue dans le 8e live chat consacré à Ulysse Centenaire, à ma relecture de Ulysses de Joyce. Je vois qu'il y a un spectateur après les 3 faux départs qui ont été en partie de mon fait, puis surtout le problème technique que je ne comprends pas trop. Est-ce que je peux avoir des interventions me permettant de savoir si le son et l'image fonctionnent? Bien, bonsoir, rebonsoir Jacques, et cette fois-ci tu me dis qu'il y a son et image. Ben, c'est merveilleux. Ça venait donc d'un problème lié à la plateforme studio du studio Twitch. Donc visiblement, si tu m'entends, et Delphine aussi, bonsoir. Ok, donc ça y est, on va pouvoir y aller avec un bon quart d'heure de retard, comme lors du premier ou du deuxième, je ne sais plus bien, où on a vu des problèmes un peu similaires. Alors là, la première interruption, c'était entièrement de ma faute, c'est que l'ordinateur était pas, je croyais qu'il était branché, puis le fil s'était déconnecté, et c'est évidemment à ce moment-là qu'il a choisi de ne pas me prévenir et de tomber en rade, et donc j'ai dû relancer l'ordi, le rebrancher, etc., etc. Et alors après, Live Twitch était complètement planté, c'était un peu compliqué. Enfin, le studio, je ne sais plus comment ça s'appelle, Twitch, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette application, la Twitch Studio, était complètement plantée, donc c'était un peu le bazar. Voilà, donc je suis absolument confus et je vous présente mes excuses pour ces problèmes techniques. Une petite remarque, juste parce que Delphine me disait en SMS, et peut-être que certains aussi se demandent pourquoi, ou ne se souviennent plus pourquoi on est sur Twitch. Parce qu'en fait, pour plein de gens, YouTube Live, et on avait décidé de faire un Twitch parce que sur YouTube Live, il y a beaucoup de gens qui ont le son en décalé de l'image et qui ont un son de très mauvaise qualité aussi. Donc c'est pour ça que sur certains conseils, j'avais décidé de passer sur Twitch, qui n'est pas parfait non plus et qui, je sais pas bien, peut-être balance des vidéos de gamers ou je sais pas quoi quand je suis pas on. Mais voilà, moi j'ai pas ce problème-là, mais bon. Ok, donc bonsoir aussi, merci, bonsoir Astérias, donc tout a l'air de fonctionner maintenant, donc on va pouvoir gentiment se parler ou essayer de faire un peu le point. Alors parmi les choses, bonsoir Théo, vous avez fini votre thème, je sais pas, je vous stocke sur Twitter, je vois que vous disiez que il y a une demi-heure, vous disiez que vous quittiez Twitter parce que vous aviez un thème à préparer pour le cours de demain. Vous allez le préparer tout en m'écoutant d'une oreille. Ou alors il est déjà fait, je ne sais pas. Bien, heure inhabituelle, forme encore plus inhabituelle de ma part. J'ai passé 12 heures quasiment d'affilée à la fac avec 3000 choses à faire. Ah, c'est June. Ah bon, d'accord, June. Je sais même pas comment ça se prononce parce que je suis pas sûr d'avoir la référence. D'accord, c'est June qui a dit ça. Je croyais que c'était vous. Oui, je finis par vous fusionner. Je finis par fusionner les 4 ou 5 L3 hyperactifs sur Twitter. Peu importe. Oui, ma journée m'a bien fatigué. J'ai fait 12 heures quasiment non-stop de 7h à 19h passées. Et ça n'a pas été de tout repos. Et comme le week-end n'a pas été de tout repos non plus, je maintiens ce Twitch pour maintenir la flamme, mais c'est un peu compliqué. Merci d'être là pour m'aider à la maintenir. Donc, bon, j'ai commencé avec quelques retards. On va faire rapidement le tour. Je vais parler de choses un peu diverses. La première chose dont je voulais parler, et peut-être que Jacques pourra pallier ma mémoire, parce que j'ai oublié de me le noter, mais Jacques m'avait suggéré je crois que c'est dans un échange par message privé sur Twitter, de proposer de temps en temps ces espèces de dispositifs audio là qu'il y a sur Twitter et dont le nom m'échappe. C'est une fonctionnalité qui existe depuis un mois ou deux, ou peut-être plus d'ailleurs, si c'est juste moi qui ai mis du temps
à la découvrir, qu'on fasse ça, enfin voilà, les Twitter Spaces, absolument, merci beaucoup. Donc Jacques me proposait qu'on fasse de temps en temps, pas toutes les semaines et pas en concurrence totale du live Twitch, des Twitter Spaces avec donc qui permet d'avoir une vraie prise de parole directe des différents intervenants. Ça pourrait effectivement être sympa, ça pourrait, voilà. Donc on en reparlera peut-être, je suis pas du tout sûr de savoir comment ça marche, ni si j'ai la compétence pour faire fonctionner ça, mais enfin, voilà, on pourra essayer en tout cas de faire ça. Donc n'hésitez pas à m'en reparler. De toute façon, Twitter reste une sorte d'espace de dialogue autour du projet Ulysse Centenaire s'il y a des questions, des débats qui se posent par rapport à l'organisation. Et bon, sinon voilà, de toute façon, j'essaie de maintenir les live Twitch le lundi soir. Pendant la période, on va dire, entre les deux tours, c'est un bon repère, entre le premier et le second tour des élections présidentielles, je ne suis pas encore absolument sûr de ma disponibilité en direct le lundi soir, mais enfin, on va dire que jusqu'à plus ample informé, j'ai pas non plus de preuves que je ne serai pas là, donc je peux continuer à essayer de maintenir l'horaire du lundi à 18h, lundi prochain déjà, et puis les lundis suivants aussi, a priori. Voilà, et d'ailleurs, petite coïncidence ou petit écho, la raison pour laquelle je n'ai pas pu assurer le live Twitch à l'heure habituelle ce soir, donc 28 mars 2022, c'est parce que j'assistais à une séance du séminaire de théorie littéraire qui est organisé par mon laboratoire, Interactions culturelles et discursives, l'équipe d'accueil 4297, dont je suis membre censément actif, on va dire. Et donc il y a un séminaire de théorie littéraire qui essaie un petit peu de démarrer, que des collègues, notamment Adrienne Janus et Anna Krikoun, essaient de démarrer. Et ce soir, c'était une séance qui était animée par une collègue toute nouvellement nommée cette année en littérature comparée, ça n'est pas une angliciste, qui s'appelle Cécile Chapon et qui a fait une thèse très très belle en fait sur une très solide thèse tout récemment, qu'elle est en train apparemment de publier chez Classique Garnier, ça sortira l'année prochaine. Et Cécile Chapon, elle est spécialiste de la Caraïbe, de la grande ère Caraïbe. Elle a travaillé, sa thèse porte sur Alejo Carpentier, sur Édouard Glissant, des romans d'Édouard Glissant en fait. Moi je connais vraiment très bien le Glissant théoricien, mais je connais nettement moins les romans qui m'ont pas toujours accroché, on va dire ça comme ça. Et puis elle est surtout spécialiste de Mon grand amour. Et je dis, il m'arrive de dire que c'est mon poète préféré, point barre. C'est évidemment impossible de dire ça parce que après on se dit qu'on en a sacrifié 50 autres, si je dis point barre, c'est pour dire que ça n'est pas mon poète post-colonial préféré, mon poète du XXe siècle préféré, mon poète de langue anglaise, etc. Non, c'est un poète immense, et c'est donc Derek Walcott. Et donc elle a travaillé, elle a parlé donc ce soir, et elle parlait un peu de la manière dont elle prépare aussi le livre qui est la publication de sa thèse. Et donc elle a parlé de Homeros, et voilà, il faut savoir que Homeros, comme, c'est là où je voulais en venir, Homeros de Walcott, c'est comme Ulysses de Joyce, une réécriture d'Homère, mais là plutôt une réécriture de l'Iliade en fait, donc c'est vraiment une réécriture avec les personnages d'Achille, de Philoctète notamment, mais voilà, on va dire le fil homérique qui donne, comme chez Joyce, son titre au poème, à ce grand poème épique en 64 chapitres. C'est vraiment magnifique. Je me rappelle très bien les circonstances dans lesquelles j'ai lu ce poème la première fois, et c'est vraiment une lecture exceptionnelle. Voilà, le fil homérique ne constitue en quelque sorte qu'un tiers, qu'un des trois fils principaux du poème. Bon, ça n'est pas un Twitch sur Derek Walcott, donc je vais m'arrêter là. Et puis tant qu'on est dans les allusions, tant qu'on est dans les lectures, tant qu'on en est à utiliser le prétexte de cette relecture de Joyce, j'ai été perturbé par
par un machin qui avait je sais pas trop, bref, j'ai un nouvel abonné ou une nouvelle abonnée apparemment. Bienvenue. Donc ça, c'est ça qui m'a déconcentré. Oui, donc j'en suis à prendre le prétexte de cette relecture de Ulysses pour ouvrir un peu sur la bibliothèque en quelque sorte. Voilà, je vous parle de Walcott, j'en profite pour vous parler de livres ou d'auteurs qui comptent pour moi. Je crois que lui, on en avait parlé déjà, je sais plus si c'est dans ce live Twitch, mais je me rappelle que on a échangé très brièvement avec Asterger qui avait dit ah oui, il y a David Markson. Et donc David Markson, c'est un grand écrivain postmoderne américain de la deuxième moitié du XXe siècle, et il est notamment l'auteur d'une sorte de tétralogie de 4 livres, dont le premier est Reader's Block, qui est vraiment un texte qui a beaucoup marqué. Et est-ce qu'on a la suite je sais jamais comment s'appellent les autres là. This is not a novel, A Vanishing Point, et enfin The Last Novel, qui est le seul que j'ai pas lu de la tétralogie. Et ces 4 livres, vous allez voir pourquoi, ces 4 livres constituent ce que certains critiques appellent le Notepad Quartet. C'est parce qu'en fait ce sont des livres qui sont constitués de très brèves fiches Bristol, qui sont des annotations prises par un personnage dans une bibliothèque, et qui sont des éléments en vue d'un roman, et qui sont des éléments qui correspondent à des espèces d'obsessions récurrentes sur un certain nombre de faits, de phénomènes, de la réalité, et notamment de la vie des artistes, de la biographie d'un certain nombre d'artistes. Et en fait, la manière dont c'est orchestré, dont c'est juxtaposé, c'est absolument passionnant. En fait, je vous dis ça comme ça pourrait vous paraître complètement rédhibitoire. En fait, c'est passionnant. Et j'ai ouvert, en fait, Vanishing Point, que j'avais pas ouvert depuis très longtemps, quasiment au hasard, et je suis tombé, c'est aussi pour ça que je voulais vous le lire, à la page 120-121 de Vanishing Point. Voici ce que l'on trouve. It has also been adopted by the Freudians as the supreme glory of their dirty and degraded cult. C'est une fiche, la fiche suivante. Noted an early London article, Ulysses. Et donc, il cite, et je ne suis pas allé vérifier la véracité de cette citation, parce qu'il y a des fausses citations dans David Markson, c'est un vrai postmoderne. Il cite une recension contemporaine de la publication de Ulysses, an early London article, Ulysses, donc au sujet de Ulysse. Et donc ce que disait cet article, c'est ce livre a été adopté par les Freudiens comme la gloire absolue, la gloire suprême de leur culte ignoble et vil, si vous voulez, dirty and degraded. Voilà, donc presque en ouvrant au hasard Markson, qui est quelqu'un qui a été très influencé par Joyce, je tombe sur Joyce, et puis je sais que j'avais aussi ouvert feuilleté Springer's Progress, et j'avais trouvé quelque chose qui m'avait fait penser, voilà, il me semble, voilà, début de la page 181, et ça c'est Springer's Progress, qui est encore un roman relativement conventionnel de David Markson. Perfume of embraces all him assailed, with hungered flesh obscurely, he mutely craved to adore. You're in a mood, c'est un dialogue, hein, il y a quelqu'un qui lance comme ça une espèce de citation tout d'un coup. You're in a mood, the working class can kiss my ass, I've got the foreman's job at last. What's the first one, Joyce? I think there's beer, by the way, if you don't want the Chianti. Et donc voilà, donc ce sont des personnages qui parlent, et dont l'un cite évidemment des vers, des extraits de lecture, et donc l'autre semble reconnaître un extrait de Joyce. Je ne suis pas allé vérifier, mais voilà, pour dire qu'en ouvrant presque au hasard 2 livres de David Markson, nous revoilà, nous voici encore plongés dans Joyce. Bien, donc pour en venir quand même un petit peu à parler de Ulysses, j'ai mal partout, pour parler quand même un peu ce soir de Ulysses. Donc il y a ce projet éventuellement de créer des Twitter Spaces, ou de faire des Twitter Spaces, là encore en essayant de se mettre d'accord sur qui est disponible à quelle heure, pour éventuellement, ça serait quand même bien, moi j'aimerais bien vous entendre, qu'on fasse le point. L'idée de Jacques, c'était qu'on puisse faire le point sur qui en est où, qui n'a pas commencé, qui s'est arrêté, qui a beaucoup avancé. Donc ça peut faire un projet
L'autre chose que je veux dire, bien la semaine dernière pour le 7e live Twitch, on avait parlé du 7e chapitre. Pour le 8e live Twitch, avec une immense originalité, on va parler du 8e chapitre que j'ai lu hier. Donc toujours pareil, en me félicitant que ces Twitch qui ajoutent des rendez-vous dans un agenda qui est déjà pas mal blindé, on se mérite de me forcer à lire, à avancer un peu dans Ulysses. J'avance. Allez, timidement quand même, j'ai lu 135 pages maintenant sur les, je sais jamais combien, 555 que compte Ulysses. Donc on va dire, allez, j'en suis un peu plus qu'au quart. C'est ça, ouais. J'en suis entre le quart et le tiers. Allez, voilà. Donc ça avance quand même. Donc j'ai lu ce 8e chapitre hier, dans lequel on suit Bloom après qu'il a quitté la salle de rédaction du journal. Vous vous rappelez, c'est le chapitre 7, ce chapitre constitué de 63 brefs paragraphes qui ont chacun 63 titres, qui sont des parodies de titres de presse. Ça, c'était le chapitre 7. Et donc le chapitre 8, ok, donc l'enterrement c'est Hades, je sais jamais, c'est le chapitre, je sais pas quoi, 5, je sais jamais. Ouais, c'est ça, c'est celui qui commence à la page 67 dans l'édition Alma. Je suis désolé pour celles et ceux qui n'ont pas l'édition Alma. J'ai vu que certains d'entre vous disaient que c'était pas facile de suivre parce que moi je citais les numéros de page de l'édition Alma. Si l'édition que vous avez divise un peu les chapitres, ça permet quand même de retrouver au moins les sections. Je crains, j'essaie de ne pas tricher en regardant pas ce qui suit après, mais je crains qu'il y ait des chapitres beaucoup plus longs après et que ça soit plus difficile de se dire, allez, le dimanche, en 1 ou 2 heures, je vais lire un chapitre. Mais voilà. D'accord, donc Jacques est parti sur les bœufs du soleil, ce que moi j'ai pas fait. Ah oui, c'est vrai que Jacques, tu m'avais demandé ça aussi. Alors juste pour qu'on sache, il s'agit de ça. Les bœufs du soleil, The Oxen of the Sun, la nouvelle traduction parue aux éditions du Corridor Bleu d'un chapitre qui se trouve vers la fin en fait de Ulysses, si je ne m'abuse. Donc toi tu es allé directement lire ça. Moi je m'interdis de faire ça, et c'est vrai que Jacques, tu m'avais demandé si je parlerais à un moment donné de la traduction d'Oxemery. Oui, je le ferai, mais je ne veux pas lire cette traduction avant d'avoir lu Oxen of the Sun dans la droite ligne. J'essaie de faire une lecture linéaire de Ulysses. Le livre est déjà tellement complexe et tellement foutraque, en quelque sorte, que ne pas le lire de manière linéaire, c'est carrément abandonner pour moi le projet. Donc désolé, il va falloir patienter avec moi. Ou patienter en attendant que moi j'arrive au même point que vous, si vous êtes en avance sur moi ou si vous avez fait des accélérations en passant sur les chapitres que moi je suis en train de lire. Donc ce chapitre 8, j'ai d'ailleurs lu, où est-ce que c'est ? J'ai lu sur le Joyce Project. Est-ce que je vais vous trouver ça ? Oui, je vais vous trouver ça sur le Joyce Project. Allez, je vais faire ça. C'est donc ce que je vous ai mis dans les commentaires. Et ça se termine. Allez, je vais vous mettre la citation totale de la fin de l'explication du titre, parce que sur le Joyce Project, il y a vraiment des notes tout le temps, il y a des notes partout, c'est encore plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de notes, c'est sous forme hypertextuelle, donc c'est difficile de dire, mais il y a beaucoup plus de notes et plus détaillées, il y a des vraies analyses, contrairement à l'édition Alma. Donc on a l'explication du titre, Les Trigonians, qui est un épisode de l'Odyssée qu'une fois de plus je n'identifie pas. Est-ce qu'il aurait fallu d'abord relire l'Odyssée avant de relire Ulysses ? Non, on n'en finirait jamais. Je veux dire, s'il faut déjà que c'est pas évident de s'y mettre, si en plus on s'ajoute des séances préparatoires qui retardent encore d'autant la lecture de Ulysses, on n'y arrive jamais. Donc je lis ce qui est dit ici, like the relief that Calypso offers to the exhausted reader of Proteus. Donc il dit qu'après le chapitre Protée, le chapitre Calypso, donc le 4, est une sorte de soulagement, parce qu'on sort épuisé, éreinté de ce chapitre sur Protée. This chapter draws back from the strangeness of Aeolus, donc le chapitre dont je vais vous parler maintenant, le chapitre 8, Les Trigonians, est moins étrange. Il draws back, il échappe à la bizarrerie de Aeolus, d'Éole, to offer one last experience of a by now accustomed mode of narration. Donc effectivement, il revient à
une narration, à un mode de récit, à une manière de raconter que l'on a déjà eu dans les chapitres 4 et 5, notamment quand on suivait Bloom dans la rue, chez lui, perdu dans ses pensées, donc tout un stream of consciousness relativement cohérent et monologique surtout, homogène en quelque sorte. Et donc il dit, et donc ça se termine, et c'est cette phrase moi qui m'inquiète un peu, je dois avouer, le chapitre que j'ai lu hier, It is an oasis of familiarity before the coming disorientations. C'est une oasis, on va dire presque de confort, hein, de confort, de bien-être, voilà, on a ses repères, quoi. C'est un peu ça, comme ça que je le comprendrai. Before the coming disorientations, donc ça veut dire que là, apparemment, les choses sérieuses ou les choses difficiles vont vraiment commencer après ce chapitre 8. Bien, alors que trouve-t-on malgré tout, essayons de ne pas nous effrayer, dans ce chapitre 8 ? Eh bien, on suit Bloom qui va manger, en fait, qui après avoir regardé un certain nombre de vitrines, notamment la vitrine d'un confiseur, a acheté des mince pies, des petites pâtisseries salées, des petits pâtés salés pour les jeter aux mouettes. Et il admire la voracité des mouettes. Voilà, donc le thème principal, c'est la dévoration. Le thème principal du chapitre, c'est la bouffe, en fait. C'est vraiment la bouffe et tout ce qui va avec la consommation. C'est aussi évidemment toute l'évacuation. Donc il y a tout un côté extrêmement, là encore, hein, comme dans la fameuse scène où, de la fin du chapitre 4 ou 5, je ne sais plus, où en fait les deux dernières pages se passent avec Bloom qui est en train de déféquer, si j'essaie de le dire avec un terme choisi, puis qui finit par se torcher en arrachant des pages du magazine qu'il vient de lire. Donc là, on a encore vraiment toutes les fonctions basses, tous les excréments, etc. Enfin, toute la mécanique du corps, toute la tripaille un peu qui est vraiment au centre des préoccupations de Bloom. Et donc, dans ce fil-là, il va effectivement manger. Il y a un restaurant dans lequel il entre, et en fait, il est dégoûté par la saleté des mangeurs, par la saleté des dîneurs, si vous voulez, des personnes qui mangent dans ce restaurant. Et donc, il finit par aller dans un autre pub, où d'ailleurs il connaît les gens, où il discute avec les habitués, et où il mange assez rapidement un sandwich à base de mozzarella qu'il asperge copieusement de mayonnaise. Oui, il mange de la mayonnaise avec la mozzarella. J'ai eu un haut le cœur en lisant ça. Bon, peu importe, mais la description est quand même vraiment très... ou de la moutarde. Non, de la mayonnaise, je crois. Il faut de la mayonnaise sur la mozzarella. Ça me paraît tellement invraisemblable en le disant que j'ai du mal à le croire moi-même. Donc voilà, c'est pour ça quand même qu'on mangeait de la mozzarella à Dublin en 1904. Ça me paraissait pas si évident que ça soit un aliment aussi cosmopolite déjà à l'époque. Voilà, et un verre de Bourgogne, il fait descendre ça avec un verre de Bourgogne, et donc il est très... et c'est bon. Donc il y a parmi évidemment tout ce thème de la dégustation, de la dévoration, de l'évacuation aussi, hein, donc les excréments, etc. Il y a la question de la poésie, parce qu'il cherche des rimes, et il se moque un petit peu des gens qui écrivent des rimes tout en disant qu'ils ont de toute évidence un don ou une manière de voir le monde qui est différente. Il pense beaucoup à l'opéra aussi, hein, il fredonne des airs d'opéra, il pense à des opéras, il pense à des compositeurs, il pense à des chanteuses. Hein. Son épouse Molly Bloom est une cantatrice, donc il y a tout cet élément-là qui est très net. Et alors, d'ailleurs, Delphine, par rapport à la question que tu poses, il y a tout un passage très intéressant sur le végétarianisme et sur le cannibalisme, qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes idéologiques notamment, mais qui est vraiment très très intéressant et très riche en fait sur la vision du végétarianisme, qui en fait est très positive en fait. Et on sait qu'à la fin du 19e, au début du 20e, il y a eu des liens très importants entre l'anarchisme et le végétarianisme, hein, il y avait toutes les utopies de gauche qui mettaient en avant des utopies très à gauche, hein, dans les communautés un petit peu anarchistes ou les phalanstères, etc. Il y avait des expérimentations qui avaient à voir aussi avec la santé du corps, et donc aussi avec le végétarianisme, avec le refus de manger les animaux, avec tout un discours en fait tout un discours qui est peu ou prou celui de L214 maintenant.
Je vous conseille d'ailleurs, pour si vous n'avez pas d'idée de ces questions-là, donc je vais lire, si j'ai le temps, tout le passage sur le végétarianisme et la manière dont, en fait, il pense, Bloom pense, enfin on a toutes ses pensées et tout ce qu'il pense du végétarianisme. On comprend visiblement que c'est quelque chose qui le tente, ou que c'est quelque chose qu'il trouve normal, et en même temps il s'en veut de continuer à manger de la viande. Il se dégoûte en fait de continuer à manger de la viande. Donc il y a une espèce de skise un petit peu à ce niveau-là. Et ça c'est juste avant d'entrer dans le pub. Il entre dans le pub de David Byrne, Davy Byrne. Alors moi évidemment David Byrne, pour moi c'est le chanteur des Talking Heads, qui est un de mes groupes favoris. Enfin c'est un homonyme évidemment. Et puis par anticipation, il entre dans le pub et là il y a tout un développement sur le cannibalisme. Je lirai ça tout à l'heure. Mais, et puis vous le réclamez si je ne le fais pas, la référence que je voulais vous citer sur ces questions de lien entre le végétarianisme et et toutes les idéologies anarchistes, etc., les communautés de la fin du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. C'était un livre vraiment passionnant qui s'appelle Animal radical de Jérôme Segal, qui est un historien et sociologue, en fait, très intéressant, et qui est lui-même militant vegan, en l'occurrence, mais son livre n'est pas du tout un livre militant de ce point de vue-là. C'est un livre qui déconstruit beaucoup de choses et qui articule beaucoup de choses d'un point de vue historique aussi. Voilà. J'ai pas le nom de l'éditeur en tête, donc ni la date, ça doit dater de 2019 ou 2020. Voilà, petit conseil de lecture au passage sur ces questions-là. Donc, par rapport aux cantatrices et par rapport aux œuvres, une recherche que j'ai pas eu le temps de faire, mais que quelqu'un pourrait faire très rapidement à ma place. Vous voyez, je distribue le boulot. À la page 119 de l'édition Alma, toujours. Et puis ça peut se trouver vite fait dans le Ulysses Project. Je vais essayer de vous le retrouver. Allez, on va aller le chercher pour que tout le monde puisse le voir. Puis j'essaierai même de le lire j'essaierai même de le lire en français si je vous trouve la version. Allez, je fais des copier-coller après tout. Ça c'est un extrait du chapitre 8. He crossed under Tommy Moore's roguish finger. They did right to put him up over a urinal, meeting of the waters. Donc là encore, vous voyez, tout le côté burlesque, hein, la statue, enfin je suppose que c'est une statue, Tommy Moore, qui en plus est j'ai pas lu cette note, je crois, 119, ouais, ça y est, si on est parti dans les notes, c'est mal barré. 119, et c'est quelle note musician, the statue of the poet and musician Thomas More. Donc déjà, vous voyez, il s'appelle Thomas More. Il lui donne un surnom quand même. Hein, il l'appelle par son diminutif, Tommy Moore. He crossed under Tommy Moore's roguish finger. They did right to put him up over a urinal. Ils ont bien fait de l'installer au-dessus des pissotières. Hein. Et alors là, effectivement, c'est la réalité. Hein. Visiblement, la statue de Thomas More, elle était installée au-dessus d'un urinoir. Et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi il y a... Alors si, excusez-moi, il y a l'explication. Meeting of the Waters, a song in Thomas Moore's Irish Melodies. Donc apparemment, voilà, Bloom, Joyce évidemment, dans Bloom, fait une vanne, sur une vanne burlesque, une vanne carnavalesque, en parodiant, en se moquant du titre d'une chanson de Thomas More, compositeur donc du 19e siècle, et cette chanson célèbre apparemment étant Meeting of the Waters, je sais pas comment dire, la convergence des eaux, je sais plus très bien comment on dit ça en français, et évidemment il ironise sur le fait que c'est au-dessus d'un urinoir, donc évidemment là où les eaux sont charriées, mais les eaux évidemment la pisse. Donc là encore on a toute cette question du noble et de l'ignoble, du lyrisme, de l'expression de sentiments élevés, et puis évidemment le fait que c'est rabaissé à quelque chose évidemment d'excrémentiel, qui relève de l'évacuation des fonctions corporelles, etc. Donc tout ce qu'en termes bartiniens on pourrait appeler le carnavalesque, mais il y a tout ce côté-là. C'est pas ça que je voulais dire. They did right to put him up over a urinal, meeting of the waters, ought to be places for women. Running into cake shops, settle my hat straight. Et donc là, on a tout le fait que les femmes, pour aller pisser, sont obligées d'entrer dans des salons de thé. Hein. There is not in this wide world a valet. Great song of Julia Mawkins, kept her voice up to the very last. Pupil of Michael Balfs, wasn't she? Alors j'ai pas vérifié parce que Balf c'est sans doute un nom
irlandais courant, mais moi ça m'a fait penser à l'actrice irlandaise Catriona Balfe, que vous pouvez aller voir dans le dernier film de Kenneth Branagh, Belfast, mais qui est notamment et qui a surtout était connue puisque c'est l'actrice principale de Outlander. Peu importe, et donc elle s'appelle Balfe, et c'est vrai qu'en lisant Pupil of Michael Balfe, je suis allé voir la note, c'était un musicien, un compositeur irlandais qui a composé de nombreux opéras, dont un opéra qui est cité à de nombreuses reprises dans les précédents chapitres. Donc voilà, une figure quand même importante dans le dispositif esthétique, historique, culturel du roman. Et si ça se trouve, hein, c'est peut-être la même famille, peut-être que c'est une lointaine descendante de ce Michael Balfe qui est cité dans Ulysses. Bon, ben vous ferez la recherche, ou vous ne la ferez pas, ou vous êtes en train de la faire, savoir s'il y a un rapport de filiation entre Michael Balfe et Catriona Balfe. Voilà, alors c'était pas ça que je voulais dire plein de choses, oui, il y a une référence à Robinson Crusoe aussi, toujours sur cette question de la dévoration, du fait d'être obligé de se nourrir d'un peu ce qu'on trouve quand on est comme Robinson Crusoe, stranded, sur échoué, et donc au bas de la page 112, c'est au tout début du chapitre, No accounting for tastes. Les goûts, on ne discute pas. C'est-à-dire, voilà, les goûts et les couleurs, mais c'est vraiment par rapport au goût. C'est-à-dire au goût, mais pour le coup, de la nourriture. No accounting for tastes. Wonder what kind is swan meat. Je me demande à quoi ça ressemble la viande de cygne. Robinson Crusoe had to live on them. Robinson Crusoe était obligé d'en manger pour survivre. Donc là encore, il y a les motifs culturels qui viennent pour consolider toute cette idée de la survie, de la survie par la consommation. Donc tout ça, c'est présent aussi, bien sûr, dans tout ce chapitre. Donc je vais peut-être, comme il va être assez tard, assez bientôt, et comme il n'y a pas grand monde, vous lire le passage sur le végétarianisme. Je vais vous le lire en français, en anglais, et je vais vous le lire en français. Oui, je me suis noté le marque-page, donc c'est super. Donc il y avait plein d'autres choses que je m'étais noté, mais c'est pas très grave. Il y avait même un passage que je me suis surpris à traduire en gascon, en fait, pas en patois, parce que je refuse qu'on dise ça, c'est une langue. Le gascon, c'est une des variations de l'occitan, qui est une langue à part entière. Mais bon, voilà, on va pas faire ça. Ah oui, c'est une chose que je m'étais noté avant de vous parler du végétarianisme et du cannibalisme. Vous réagissez quand vous voulez, bien sûr. Attendez, je vérifie mes SMS. Tac, en live. Des fois que ça se trouve, il y a un SMS qui est arrivé, ça me paraît un peu bizarre. C'est la mystérieuse Astergirl qui me fait remarquer que n'étant toujours pas remise de son Covid, et on lui souhaite un bon rétablissement parce que ça fait plusieurs jours qu'elle déguste sérieusement, et qui m'envoie un petit SMS pour me saluer. Donc voilà, je vous lis pas son SMS, mais voilà, elle espère que j'ai eu un peu de monde. Bah, il y a un peu de monde, oui, vous êtes 5 ou 6, c'est bien. Donc vous intervenez quand vous voulez. Et oui, je voulais faire remarquer une dernière chose avant de me concentrer sur ce passage sur le végétarianisme et le cannibalisme, c'est qu'il y a toute une partie vers la fin. Chez moi, c'est 129-131. Je vais peut-être vous noter le début de ce passage, où ça commence par un paragraphe qui est When the sound of his boots ceased, Davy Byrne said from his book. Allez, je le note. Donc voilà, quelle que soit votre édition, si à un moment donné vous trouvez un paragraphe qui commence par ça, qui est suivi par des dialogues, là c'est un passage où en fait Bloom va aux toilettes, et en fait au lieu de le suivre, c'est assez étrange quand même, je suppose qu'il y a plein de commentateurs qui se sont excités là-dessus, au lieu de le suivre, qui est ce que l'on fait d'habitude, on a donc le Stream of Consciousness de Bloom. Là, on a un passage où ce sont les deux clients du pub et le tenancier du pub, Davy Byrne, qui parlent de Bloom. Et donc, on sait ce que eux disent de Bloom dans son dos. C'est pas trop méchant, mais c'est pas très gentil non plus, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas... mais voilà, il parle de lui vite fait, comme ça. Ça parle aussi de courses de chevaux, enfin d'un certain nombre d'autres sujets. Et donc là, on a tout
un passage ça fait une bonne page et demie quand même dans cette édition qui est bien tassée. Donc peut-être que ça fait 2 pages et demie dans certaines de vos éditions. Ça se termine avec le retour de Bloom qui est Mr. Bloom on his way out. Allez, je vais le retrouver. Mr. Bloom on his way out. Où est-ce que c'est? Bien, je ne vais pas le trouver. Voilà, Mr. Bloom on his way out raised three fingers in greeting, parce que pendant qu'il était aux toilettes, il y a quelqu'un qui est arrivé et donc qu'il salue. Voilà, ça c'est le retour de Bloom. Donc on a quand même cette absence de Bloom qui va aux toilettes, et au lieu, ça aurait pu être une occasion aussi, voilà, de se concentrer sur ses fonctions excrémentielles et donc de le suivre encore aux toilettes. Ben non, on a la discussion dans le pub qui se poursuit. Un petit peu comme dans le chapitre précédent, hein, où il y a tout un moment, il y a un long moment où Bloom n'est pas là, mais là on a dit Dallas. Donc quand c'est pas les pensées de Bloom, principalement, on a quand même plutôt le point de vue de Stephen D. Dallas. Donc c'est vrai que là, moi ça m'a un petit peu surpris parce que on s'était habitué à suivre plus ou moins l'un ou l'autre de ces deux personnages. Et donc il y a des ruptures dans ces moments et dans ces points de vue-là. Bref. Donc je vais vous lire un passage assez long qui se trouve à la page 125 de cette édition, et après je vous lirai le français. Bonsoir Steven, ça fait plaisir que tu sois là. Je lis un peu d'anglais et après je lis la traduction française des habituels malfaiteurs Joyce, Larbeau, Gilbert et Auguste Morel, mais c'est toujours Auguste Morel qui est cité comme le traducteur principal. After all, donc on est dans les pensées de Bloom. Je rappelle, on est dans le chapitre 8, on est dans les pensées de Bloom, et Bloom pense au végétarianisme. Ce n'est pas le seul moment du chapitre où il en parle. After all, there's a lot in that vegetarian fine flavor of things from the earth. Garlic, of course, it stings Italian organ grinders, crisp of onions, mushrooms, truffles. Pain to animal too. Pluck and draw fowl. Wretched brutes there are at the cattle market, waiting for the pole axe to split their skulls open. On se croirait dans une vidéo de L214. Moo, poor trembling calves. May, staggering bob, bubble and squeak, butchers' buckets, wobble lights. Give up. Give us that brisket off the hook. Plop. Rawhead and bloody bones. Flayed glass-eyed sheep hung from their haunches. Sheep snouts, bloody papered, snivelling nose jam and sawdust. Top and lashes, going out. Don't maul them pieces, young one. Hot, fresh blood. Donc là, on a un passage, je vais vous le lire en français, c'est vraiment dégoûtant. Hein. C'est dans un abattoir, c'est immonde. Donc je fais un trigger warning. Pour ceux qui n'ont pas trop compris l'anglais, c'est bien, mais en français, ça va être dégoûtant. J'ai pas lu le français, mais ça va être une traduction, donc ça va être proche. Et là, il bascule un petit peu sur, toujours pareil, c'est le stream of consciousness, sur les remèdes médicaux qui prescrivent du sang. Hot fresh blood they prescribe for decline. Blood always needed, insidious, lick it up, smoking hot, thick sugary, famished ghosts. À la ligne, I'm hungry. Et donc il vient de penser à ces trucs dégueulasses d'abattoir, il dit que c'est quand même pas bien, et puis il a faim quand même. Donc qui ne s'est pas lui-même écœuré, il a quand même faim. He entered Davy Burns' moral pub. He doesn't chat. Stands a drink now and then, but he'll leap here once in 4. Cashed a check for me once. What will I take now? He drew his watch. Let me see now. Shandygaff? Hello, Bloom. Nosy Flynn said from his nook. Pas facile à dire. Hello, Bloom. Nosy Flynn said from his nook. Hello, Flynn. How's things? Tip-top. Let me see. I'll take a glass of burgundy and let me see. Et là, il regarde ce qu'on peut manger. Vous allez voir, c'est pas grandiose. Hein. Sardines on the shelves. Almost taste them by looking. Sandwich, ham, and his descendants mustard and bread there. Donc là, il y a plein de jeux de mots. Bon, je sais pas comment ils s'en sont débrouillés à 4 pour traduire. On va voir. Potted meats. What is home without Plumtree's potted meat? Incomplete. What a stupid ad. Under the obituary notices, they stuck it all up a Plumtree. Dignam's potted meat. Cannibals would with lemon and rice. White missionary too salty, like pickled pork. Expect the chief consumes the parts of honor. Ought to be tough from exercise. His wives in a row to watch the effect. Là, il y a le début d'un
Limerick, que de toute évidence Bloom imagine, et dans lequel il y a le N-word. Alors, je fais un petit arrêt pour dire que je ne vais pas lire le N-word, pas juste pour ne pas le lire, parce que c'est dans le texte français que je ne suis pas en train de m'auto-censurer, c'est pour vous dire que le N-word, en anglais et en français, il doit y être aussi. Apparemment, Twitch est super bien fait, j'ai lu ça, on m'a dit ça. Si on dit certains mots, on est immédiatement déconnecté, voire même au bout de 3 déconnexions, on est même banni de Twitch. Donc c'est complètement débile, mais enfin bon, c'est pour éviter que les gens disent des espèces de saloperies racistes à longueur de temps sur Twitch. Donc c'est malheureusement parce qu'il y a des millions de salauds qu'on ne peut pas faire le travail sérieusement. Enfin voilà, je ne vais pas le dire. Donc vous allez suppléer avec la rime qui sera en trigger, vous allez voir. There was a right royal old who ate the somethings of the Reverend Mr. MacTrigger. With it and a bout of bliss, Lord knows what concoction. Coals, mouldy tripes, windpipes, faked and minced up. Puzzle find the meat. Kosher. No meat and milk together. Hygiene, that was what they call now. Yom Kippur fast, spring cleaning of inside. Et ça continue. Hein. Et il finit par demander un sandwich au fromage. Have you a cheese sandwich? Like a few olives too if they had them. Italian I prefer. Good glass of Burgundy. Lubricate. A nice salad. Cool as a cucumber. Donc là, il continue à parler de ce qu'il mange. Et donc je vous le lis en français. Et pareil, je vais auto-censurer pour pas me faire virer de Twitch. Ce qui est normalement, je suppose, Ah non, c'est pas traduit par le N-word. Donc ça devrait passer. C'est un terme offensant, mais ça devrait passer. Donc je l'annonce, c'est un terme offensant. Je cite une traduction d'un texte qui utilise un terme offensant, racialement. Après tout, il y a beaucoup de vrai dans cette idée végétarienne sur le bon goût de ce qui pousse dans la terre. L'ail, par exemple. Il pue les joueurs d'orgue de barbarie, crissant des pots d'oignons, champignons, truffes. La souffrance de l'animal aussi. Plumer et vider une volaille. Les malheureuses brutes au marché aux bestiaux qui attendent que la masse leur fende le crâne. Meux, pauvres veaux tout tremblants, mais flanchés de meuglards, rata au chou, chez les bouchers dans les seaux, les boyaux qui bougent. Donnez-moi ce morceau de poitrine à ce crochet-là. Flop, voilà, tête crue et os sanglants. Moutons écorchés, les yeux vitreux accrochés par en bas. Museaux de moutons entourés de papier rouge. Narines qui laissent tomber leur gelée de groseille sur la sciure de bois. C'est vraiment immonde. Hein. Déchets et rognures, voyez qu'est-ce. Massacre pas les morceaux, jeune homme. On recommande le sang encore chaud pour les phtisiques, toujours besoin de sang, insidieux, le léché, tout fumant, épais sirop, vampires insatiables. Ah, j'ai faim. Il entra chez Davy Byrne. Zinc vertueux. Oui, moral pub, zinc vertueux. Bon, pub moral, littéralement. Zinc vertueux, c'est bien. Pub vertueux, c'est pas mal. Zinc, c'est vieilli maintenant, de dire un zinc pour un pub. Il n'est pas bavard, offre une tournée de temps en temps, mais une fois tous les 4 ans, à l'année bissextile. A payé un chèque pour moi une fois. Que vais-je prendre à cette heure-ci? Il tira sa montre, voyons, bière gingembre, ohé! Bloom fit Blair Flynn de son coin. Nosey, Flynn, il est traduit le jeu de mots, c'est le Blair, Nosey. Fit Blair Flynn de son coin. Ohé Flynn, comment va? Supérieurement, voyons, je prendrai un verre de Bourgogne et voyons. Nous voici chez les cannibales. Ça, c'est moi qui le dis. Sardines sur les rayons. On en mange rien qu'à les regarder. Sandwich, toute la famille cochon en moutardé chez Madame Tartine. Alors c'est ouais, alors là, ils ont perdu un truc, c'est Ham and his descendants. Le jeu de mots, il est sur Ham, qui est Cham, hein, un des fils de Noé, je crois, et Ham, le jambon. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, oulala, comment ils vont traduire ça? Ils n'ont pas pu le traduire. Hein. Toute la famille cochon, toute la référence biblique est perdue ici, hein, dans la traduction. Toute la famille cochon emmoutardée chez Madame Tartine. Viande de conserve. Qu'est la maison sans les pâtés pruniers, incomplète? Quelle réclame idiote? Sous la nécrologie, ils l'ont collé. Et c'est ça le point de départ du truc sur le cannibalisme. Il repense à une pub pour du pâté, je sais pas quoi, pour de la... Voilà, c'est des pâtés en boîte, des conserves de pâté, en fait. Et c'était une pub pour des pâtés en conserve, genre cornet de bif, un truc comme ça, je sais pas, qui se trouvait dans le journal à la page des petites annonces. Et des petites annonces de décès, des avis de décès, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est à cause de ça que Bloom, il fait la connexion, il fait le lien
entre le fait du pâté en boîte et des macabées dans les cercueils. Et donc, lui vient l'idée qu'en fait, quand on mange de la viande, et c'est là que ça se relie au passage d'avant sur le végétarianisme, la description extrêmement crue, je disais L214, 100 ans avant l'heure, la description extrêmement crue de ce qui se passe dans les abattoirs et qui est immonde, et puis, ici, l'assimilation de la consommation de viande morte, d'animaux morts, à la nécrophagie en fait, et plus encore d'ailleurs qu'au cannibalisme. Mais voilà, le point de départ c'est la nécrophagie à partir du cimetière. Donc, quelle réclame idiote. Sous la nécrologie, ils l'ont collé, tous fichus sur le prunier. Dignam, conserve en boîte. Donc là, Delphine disait voilà, qu'elle était en train de lire l'enterrement. Donc là, il continue, il est encore en habit de deuil. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui se demandent pourquoi il est vêtu en noir, pourquoi il est en deuil. Il est encore habillé, il sort quasiment de l'enterrement de Dignam et de Paddy Dignam, et donc il pense encore à son ami qu'il vient d'enterrer. Et effectivement, toute cette image de la nécrophagie, elle suscite aussitôt l'image de Dignam. Dignam conserve en boîte, bon pour les cannibales, au riz avec des tranches de citron. Missionnaire blanc trop salé, comme le porc dans la saumure. Suppose chef consomme parties honorifiques, son surnom coriace à force de servir. Ces femmes à la file pour assister à l'effet produit. Et là, on a la traduction du limerick. La suite du limerick, Bloom, il a fini par la trouver une page plus loin. Il n'est pas très rapide comme poète. Il y avait un bon vieux roi Morico qui chosa ou mangea les choses au père Co, les choses du père Co. Alors que là, c'est Mr. McTrigger. Donc le truc, c'est Mr. McTrigger qui était un révérend. Du père Co. Avec, c'est le paradis, Dieu sait quelle mixture, de la coiffe, des tripes gâtées, des trachées mises en tas et hachées, devinette, chercher la viande. Cachère, pas de chair et de lait à la fois. C'était de l'hygiène comme ça s'appelle maintenant. Jeûne du Yom Kippour, grand nettoyage de printemps des intérieurs, paix et guerre dépendent de la digestion d'un tel, les religions, oies et dindes de Noël, massacre des innocents, mangez, buvez et tenez-vous en joie. Après quoi, beaucoup couchent au violon des fronts bandés, le fromage fait tout digérer sauf lui-même, puissant fromage. Avez-vous un sandwich au fromage? Et donc quand même, avant d'entrer dans le pub, il s'imagine toutes les horreurs qui se passent dans les abattoirs, en disant que quand même le végétarianisme, c'est quand même une option solide, valable, qu'il y a une vraie valeur aussi des aliments végétariens. Il entre dans le pub, et puis dès qu'il regarde les sardines en boîte, le pâté en boîte, etc., ça le fait penser au cannibalisme, à la nécrophagie, et de fil en aiguille, il finit quand même par demander un sandwich au fromage. Donc il mange quand même un sandwich végétarien, pas vegan, mais végétarien, avec des olives, bon voilà, et avec un verre de Bourgogne. Donc il y a quand même tout ce fil. Donc ça veut dire que tout ce rapport, tout ce leitmotiv en fait de la consommation de nourriture, du dégoût vis-à-vis de la consommation de nourriture, vis-à-vis des fonctions basses du corps, du fait qu'on soit obligé, il y a plein de passages dans le chapitre, je ne les ai pas toutes notées, j'ai pas eu le temps de toutes les citer, mais les nombreux passages dans le chapitre qui insistent sur cette espèce de répulsion qu'il y a à être sans arrêt pris dans ce cycle de se nourrir, déféquer, etc. Il est pris d'une manière extrêmement morbide et il finit par en quelque sorte se subsumer dans cette idée que finalement le végétarianisme est une manière partielle certes, mais quand même possible d'échapper un peu à ce cycle et d'échapper au côté le plus infect en fait de la consommation de nourriture. Donc voilà, c'est à peu près bon. Je m'étais noté plein d'autres choses, mais bon, c'est pas trop la grande forme. Comme je l'ai dit en tout début, j'ai eu une journée très longue. Et voilà, je comptais pas de toute façon, ils sont formatés ces lives pour durer 1h15 maximum. J'ai commencé avec un quart d'heure de retard, il n'y a pas de raison de faire durer particulièrement. Je ne sais pas si vous avez des réactions pour les 5 ou 6 fidèles qui sont parmi nous. Sinon, on se dira gentiment bonsoir et puis on pourra reparler de tout ça dans un Twitter Space, dans le prochain live qui aura lieu normalement lundi prochain à 18h. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pendant que
pendant que... Ben, merci. Je ne suis pas sûr que ça soit si excellent que ça. Je suis un peu en freestyle. Euh, j'envoie les vœux de bon rétablissement en live à Astergirl. Ben merci beaucoup. Donc vous allez voir quand vous arriverez, alors soyez pas trop surpris, quand vous arriverez au chapitre 8, vous avez quand même commencé Ulysses, donc vous savez un peu comment c'est fait. Vous vous doutez que sur 25 pages bien tassées du chapitre 8, j'ai pris un petit morceau et je parle de ça, hein, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais pu développer plus en détail. Et évidemment, je ne cherche même pas à faire une lecture synthétique, à faire une lecture complète, à exploiter les milliers de choses qu'on aurait pu dire, bien sûr. Mais c'est gentil. C'est gentil, en tout cas, de vos encouragements et vos remarques. Il y a tout un truc assez dégueulasse au début aussi. Alors si vous voulez, alors là donc je vous ai indiqué les passages qu'il faut vraiment lire si on veut se dégoûter de manger de la viande. Je peux vous signaler les passages, un passage au tout début, si vous voulez vous dégoûter de boire de la bière, et notamment de la Guinness ou de la Stout, parce qu'il passe le long des... Donc ça c'est au tout début du chapitre 8, hein, il passe le long de la brasserie, et il explique pourquoi, ou il rapporte la raison pour laquelle on dit que la Guinness, enfin il dit Stout, il ne parle pas de la Guinness, mais la Stout s'exporte mal et n'est pas aussi bonne en Angleterre qu'en Irlande, qui est quelque chose que moi j'ai beaucoup entendu quand j'étais en Angleterre, tout le monde qui disait ça, no, I can't drink Guinness here anymore, I mean, if you've tasted Guinness in Ireland, I mean, it's different, it's better there, etc., etc. Donc là, il explique pourquoi, et il dit aussi que visiblement, il sait que qu'il y a des rats qui se noient régulièrement dans les fûts de bière, et donc ils se suicident en se gavant de bière et en se noyant, en s'étouffant sur la bière, et puis parfois en se noyant, en tombant dans les fûts de bière, en n'arrivant pas à en ressortir. Et donc ça donne pas très envie, évidemment, ensuite après de boire de la bière. Rats get into, drink themselves bloated as big as a collie floating, dead drunk on the porter, drink till they puke again like Christians. Ils boivent jusqu'à s'en faire vomir comme des chrétiens, ce qui est déjà étonnant. Imagine drinking that, rats, that's. Donc là, évidemment, il joue sur la paronymie. Tiens, j'ai replacé le mot paronomase. Well, of course, if we knew all the things. Et donc, ouais, ben, en fait, si on savait tout ce qu'il y a, sous-entendu, si on savait ce qu'on mange, si on savait d'où vient ce qu'on mange et d'où vient ce qu'on boit, on ne boirait plus rien, on ne mangerait plus rien. Donc c'est un des points de départ, c'est au tout début du chapitre. Et oui, et Delphine fait remarquer à juste titre qu'au début du chapitre 4, je crois, c'est la première occurrence, hein, j'en avais parlé lors d'un précédent live, le fait que Bloom, il est défini. C'est ça qui est curieux dans ce chapitre 8 d'ailleurs. Et je vais en venir à ce qu'a dit Astérias 666 après, parce que c'est vraiment super important. Il est décrit comme quelqu'un qui aime manger les inner organs of beasts and fowls. Il se repaît, il se délecte des abats. Et chapitre 8, quelques heures à peine après son petit déjeuner quand même particulièrement viandard, il est là en train de manger un sandwich au fromage et a trouvé qu'en fait la bidoche c'est infect, quoi. Donc il y a quelque chose d'étrange là. Donc il y a peut-être un fil à suivre aussi parmi les pistes possibles. Ce que Jacques, où il faudrait vérifier, alors ça se vérifie vite avec les occurrences, en cherchant les occurrences du mot porter, qui est un terme quasiment intraduisible. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit d'ailleurs dans la traduction, la fameuse traduction Morel et al., mais je ne sais pas comment c'est traduit, sur les trucs, les rats, où est-ce que c'est Robinson Crusoe et ils traduisent ça par porter, ils traduisent pas, ils gardent porter. Bon, je ne connais pas trop en bière, mais voilà, c'est un terme vraiment très spécifique. Voilà, c'est porter, c'est traduit par porter. Extraordinaire ces réservoirs de porter, jusqu'aux rats qui s'en mêlent. Ils se flanquent des cuites à se ballonner comme des chiens noyés, ivres morts de porter, ingurgitent jusqu'à ce qu'ils dégobillent comme de simples chrétiens. Pensez qu'on boit ça. Ces rats qui cuvent dans les cuves. Ah oui, rats, c'est pas mal. Ces rats qui cuvent dans les cuves. Ah, si on voyait toujours comment ça se passe. Voilà, si on voyait comment ça se passe. Pensez qu'on boit ça.
Voilà. Donc, je veux vraiment réagir à ce qu'a dit Asterias 666, toujours dérouté par les sauts d'une idée à l'autre dans le texte. C'est le principe en fait du stream of consciousness, et c'est d'ailleurs ce principe de la de, de la comment dire de la il pense par analogie en fait, c'est-à-dire que la plupart des personnages, mais la composition du texte par Joyce lui-même fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des espèces d'analogies, c'est en permanence des jeux de mots. Ham and his Descendants, par exemple, il voit du jambon, ça lui évoque un jeu de mots sur Cham et donc sur la Bible, donc les descendants de Cham. Donc il y a toute cette question-là, et c'est ça qui va amener, parce qu'il y avait une espèce de délire raciste, je sais plus ce que c'est, mais comme quoi les Africains étaient les descendants de Cham, je ne sais plus très bien. Bon. Et c'est ça aussi qui amène qui fait le lien avec le cannibalisme. Donc c'est une espèce comme ça d'allusion permanente. Il y a en permanence dans chaque phrase plusieurs allusions qui sont collées les unes aux autres. Et c'est un des fils de ces allusions, une de ces allusions qui déclenche la phrase suivante, puis la phrase encore après, et puis parfois une des allusions qui n'avait pas été exploitée, elle revient plus tard. Et donc c'est ça qui est super compliqué dans le texte. Et ils ont beau dire dans l'analyse rapide du Joyce Project que je citais tout à l'heure que ce chapitre il est cool, il est facile, ça nous permet de respirer un peu avant la suite, ça fait quand même beaucoup craindre pour la suite, parce que c'est pas, ça reste quand même une lecture assez ardue quand même, il nous en échappe plein. Enfin moi j'ai lu ces 25 pages en une heure, ouais, une heure et demie peut-être, mais c'est parce que voilà, j'accepte de rater plein de trucs, hein. On peut pas faire autrement, on rate plein de trucs, et ce qu'on n'a pas raté, ben voilà, c'est notre lecture. Il faut accepter une lecture insuffisante. C'est vraiment des textes qui ne peuvent pas être lus par des perfectionnistes. C'est des textes qui mettent en scène, moi je crois, par l'expérience de lecture même, la fragilité de l'expérience humaine, l'insuffisance humaine et la difficulté qu'il y a à faire quelque chose de complet, à faire quelque chose d'abouti. Et donc c'est un texte extrêmement abouti, c'est un texte extrêmement complexe, mais qui est en fait impossible à lire de manière complète. Sinon vous n'auriez pas des tombereaux de notes comme ça, vous n'auriez pas 300 pages de notes si c'était facile pour certaines personnes. Ça n'est facile pour personne, mais ça n'est la même lecture pour personne. Personne ne va lire ça de la même manière, parce qu'il y a tellement d'éléments intriqués, d'allusions collés les unes aux autres, que on va tous avoir une lecture différente. Ça veut dire que moi j'ai lu ce chapitre-là, je le lis dans une semaine, je ne le lis pas pareil. Je ne le lirai pas pareil. Et pas seulement parce que je l'ai déjà lu et que ça sera une seconde lecture. Imaginons que j'oublie totalement ce chapitre, c'est probable, dans 5 ans je le relirai autrement. Et c'est vraiment ça aussi le geste extrêmement moderniste de Joyce, c'est de mettre en relief la subjectivité et le relativisme de la lecture, le relativisme, l'individualité de chaque lecture. Mais c'est pas facile à lire, on est d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, questions, etc. Si certains... Alors Steven, il faut... Voilà, c'est peut-être que... Ouais, c'est vrai que 18h, c'est pas la bonne heure, hein, quand on a... Oui, c'est ça, voilà, il faut accepter. Alors il faut accepter d'être frustré, donc pas être frustré. C'est un peu comme, je sais pas, on peut pas... on peut pas goûter, on peut pas... Je sais pas, c'est un peu comme vous... Je sais pas quelle est la métaphore, puisqu'on est dans la bouffe, tiens. Je sais pas, vous vous promenez dans une rue, il y a 8 restaurants... Enfin, il y a 15 restaurants, il y en a 8 qui vous tentent, vous ne pouvez pas aller manger dans les 8, et vous partez le lendemain, vous prenez le train, vous ne reviendrez plus jamais dans cette ville. Il faut bien choisir un restaurant. Vous êtes promené dans la rue, et il y a 8 restaurants, vous ne mangerez que dans un seul. Donc et je ne sais pas si c'est frustrant d'avoir abandonné les 7 autres. C'est bien d'avoir bien mangé dans un des 8. Vous voyez, c'est plutôt ça. Mais votre formulation est intéressante, frustré à tout bout de phrase, oui, oui, moi je l'ai dit d'un point de vue positif, c'est une mise en scène du relativisme et de la subjectivité, c'est une expérience de la frustration permanente, c'est de l'intellection, pas comment dire, de l'herméneutique, de l'interprétation permanente. C'est pour moi d'ailleurs, qui n'est pas encore beaucoup avancé, ça reste pour moi une des réserves du texte, c'est-à-dire que ça reste une œuvre qui est tellement fabriquée, qui est tellement complexe que c'est une œuvre qui est surtout là pour être lue, interprétée, admirée, qui est une œuvre qui est lue pour être décortiquée. C'est pour ça qu'on fait ces lives. Mais c'est pour moi une des limites du texte. C'est-à-dire que
pour l'instant, moi, j'ai pas encore trouvé ce que le texte produit qui dépasse cet effet décortiquage herméneutique, texte fabriqué pour l'analyse, quoi. Euh, alors ouais, Théo, si vous avez les moyens, effectivement, vous pouvez aller prendre un plat dans chacun des 8 restaurants et picorer un peu dans des 8 assiettes. Faut avoir 4 ou 5 heures devant soi et un budget, un budget resto quand même qui n'est pas à la portée de tout le monde. On va dire ça comme ça. Mais je comprends ce que c'est. Vous m'engagez, vous cherchez soit à filer la métaphore, pardon, vous m'engagez soit à filer la métaphore, soit vous m'engagez à montrer que ma métaphore marche pas très bien. C'est comme toutes les analogies pédagogiques rapides, ça marche pas forcément très bien. Euh, alors l'interprétation, dit Jacques, est ce qui en fait l'intérêt, mais oui, aborder ce texte après Finnegan's Wake, ça n'est pas sans conséquence, effectivement. Bien tant mieux si je vous rassure, hein, c'est normal. Mais je pense très honnêtement, j'avais dû le dire à un moment donné lors d'un des lives, mais ces lives sont longs, il y a déjà 8 heures de vidéos ou plus, même d'ailleurs qui traînent. Donc c'est normal que, même moi je sais plus très bien ce que je dis tout le temps, mais je crois que j'avais dit ça à un moment donné, c'est-à-dire que ce texte-là, il invite même les personnes qui ont des grandes compétences de lecteur en anglais, et puis bon, si vous lisez en traduction, même les personnes qui ont des grandes compétences de lecture en français, ça nous oblige à nous replacer à l'enfance de la lecture, c'est-à-dire à nous redire, tiens, le premier livre que j'ai lu en anglais quand j'apprenais l'anglais, que j'étais pas encore très fort et que ça allait lentement, bah, comment est-ce que j'ai réussi à lire le premier livre que j'ai lu en anglais? J'ai réussi à le lire parce que j'ai accepté de ne pas tout comprendre et de pas vérifier tous les mots. Il n'y a que comme ça qu'on peut lire. Je me rappelle avoir dit ça, je crois, lors du premier live, ça serait assez logique. Et voilà, donc je le répète ici, c'est-à-dire que Ulysses, il invite même les plus lettrés d'entre nous, les plus érudits d'entre nous, les personnes qui ont le plus large vocabulaire et la plus grande culture parmi nous, ben même ces personnes-là, face à Ulysses, elles sont obligées d'en lâcher en permanence, de se dire, non, ça, ok, je vais de l'avant. Parce que si vous lisez en vous disant, je vais essayer de tout comprendre, ben il faut une journée pour chaque page. Personne n'a une journée pour chaque page. Enfin si, on peut toujours imaginer, je sais pas, à la retraite ou je sais pas quoi, on se dit, bon ben voilà, moi je vais lire les 555 pages de l'édition Alma de Ulysses en consacrant une journée à chaque page, plein d'heures à chaque page, en lisant plein de commentaires dessus, en essayant de... Mais c'est pas la même chose. C'est pas lire un livre, ça. Mais en tout cas, si c'est lire un livre, c'est une certaine lecture d'un livre. Voilà. Oui, j'ai pas osé le dire, Jacques. Je pensais très fort à toi, mais même les retraités ont pas que ça à foutre de passer une journée entière à lire une page d'un livre. Je pense. En tout cas, je sais que moi, à la retraite, je compte pas n'avoir que ça à faire. Mais même si je lis déjà beaucoup et je continuerai à lire, j'espère. Oui, ben voilà, alors effectivement, Delphine, tu fais bien de faire l'analogie avec le projet de Guillaume Vissac dont on a parlé il y a 2 semaines et Guillaume Vissac était parmi nous la semaine dernière aussi, il a participé au live Twitch. Voilà, oui, mais Guillaume Vissac, il passe pas une journée à traduire une phrase. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait plein d'autres choses, Guillaume Vissac. Donc, mais il a accepté de consacrer alors je sais pas s'il le fait vraiment tous les jours ou si parfois il prend de l'avance. Ça, il faudrait lui demander quel est son protocole, mais on va dire que, imaginons qu'il puisse se connecter tous les jours et qu'il ait tous les jours une demi-heure à consacrer, on va dire, à la traduction, la mise en ligne, la recherche du Google Maps, etc. Il a choisi de consacrer une demi-heure par jour à traduire quelques phrases, un fragment très court de Ulysses, et à le mettre en ligne. Et effectivement, ça prend 40 ans, en tout. Voilà, voilà. Bien, mais sur ces bonnes paroles, eh bien, c'est bien, je vais décerner des bons points. Non, c'est la déformation professionnelle. Je suis très content voilà, de l'échange et du fait qu'il y ait du retour et qu'il y ait des choses qui sortent un petit peu au moment aussi du chat. Donc peut-être que je devrais m'interrompre plus parce que là j'ai parlé, j'ai dégoisé pendant 20-25 minutes à l'aise sur le chapitre, sur le végétarianisme, tout ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des pauses pour que vous m'interrompiez, hein. Vous m'interrompez par les commentaires, c'est très bien. Hein. Oui, ben moi aussi je dois quitter parce que j'ai encore une journée
pas piquer les hannetons demain. En fait, j'ai que des journées pas piquer les hannetons en ce moment, donc c'est. Puis voilà. Donc je dis bonsoir à tout le monde et pour Théo, vous ne manquerez pas d'ironiser mercredi matin sur l'expression pas piquer les hannetons. Peut-être même que vous ferez un mème dès ce soir ou dès demain. Je n'en doute pas. Bien, Théo, c'est le roi des mèmes. Bon, à bientôt. Merci, c'est gentil pour le. Reposez-vous bien, ça se voit que je suis crevé, que je suis explosé. Bonne soirée à tous. Reposez-vous bien, que la nuit vous soit douce et à la prochaine, lundi prochain, 18h. Ciao.